Bonjour à tous les amis, alors écoutez, je vous reviens en pleine forme après une semaine au grand air qui m'a fait le plus grand bien pour tout dire. J'ai les idées claires et j'ai les batteries rechargées. Alors dans cette vidéo, on va parler de nos fonctionnements agricoles avec notamment la fin du vote des élections des chambres d'agriculture de 2025 qui s'est terminée donc le 31 janvier. On va parler du pourcentage de votants qui est consternant, du taux d'abstention qui est incroyable, et des réalités sur les conséquences que cela va engendrer sur les chambres d'agriculture et en réalité sur tous les organismes agricoles au fond. À la sortie de ces constats, des questions vont se poser à nous, je pense. Peut-on réellement diriger et orienter l'agriculture lorsque l'on est élu dans ces conditions? Le syndicat majoritaire, la FNSEA, revendique plus de 212 000 adhérents. Est-ce réellement possible? Est-ce une blague? On parlera aussi des interprofessions et du financement de nos instituts techniques avec quelques éléments portés à votre connaissance qui me semblent utiles de comprendre et de connaître. Il y a beaucoup de tolérance dans nos systèmes agricoles, beaucoup trop de tolérance, qui finissent à la longue par devenir des droits acquis. Ces constats devant nous, on se demandera si on peut réellement continuer d'accepter un fonctionnement agricole qui est si peu démocratique et qui peut que nous conduire à ne pas être représentés. Et vous allez voir que les choses sont assez claires. Donc vous êtes les bienvenus sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant. Et Sam c'est moi, et en route pour ces constats. Alors ça y est les amis, les votes pour les élections chambres d'agriculture en France sont terminés depuis le 31 janvier avec la clôture des votes. Par contre, il y a déjà de présent en ligne le nombre de votants et le nombre de potentiels votants dans chacun des collèges. Alors je vais vous faire un petit rappel quand même. Les élections chambres d'agriculture ont lieu tous les 6 ans pour élire aujourd'hui 33 personnes qui vont siéger dans la chambre d'agriculture au lieu de 44 sièges qu'il y avait auparavant en 2019. Ces 33 personnes sont issues de différents collèges. Le collège 1 est celui des exploitants agricoles. Aujourd'hui, c'est 403 908 inscrits. Donc ça, c'est important de le dire. Le collège 2, ce sont les propriétaires et les usufruitiers. Le 3A, ce sont les salariés de la production agricole. Le 3B, ce sont les salariés des groupements professionnels, comme les CUMA par exemple. Le collège 4, ce sont les anciens exploitants, les retraités en clair et assimilés. Tout un programme. Alors ça, c'est les collèges individuels. Et puis on a les deuxièmes collèges qui sont les collèges des groupements agricoles, où en 5A, on va retrouver les sociétés des coopératives agricoles de la production agricole. En 5B, on va retrouver les autres sociétés coopératives, comme les SICA par exemple. En 5C, on va retrouver les caisses du crédit agricole. Incroyable. En 5D, on va avoir les caisses des assurances mutuelles agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole. Et en 5E, on va avoir un peu un fourre-tout avec les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs. Là aussi, on y voit pas mal de choses à l'intérieur. À l'intérieur de ces collèges, on va passer de 403 000 inscrits, 450 000 parfois pour les salariés, à moins de 1000 pour certains collèges, avec notamment des gens qui sont presque sûrs d'être élus dans certains cas, notamment les retraités, etc. Ils n'ont pas de concurrence et en fait, l'ensemble des syndicats agricoles ne proposent pas toujours de candidats dans tous ces collèges. Ils se concentrent souvent sur les collèges des exploitants agricoles. Le collège des exploitants agricoles va donner lieu sur les 33 sièges à 18 sièges potentiels pour les exploitants agricoles. Celui qui remporte les élections chambres va en gros en avoir 13 d'office, il va en rester 5 pour les autres syndicats. C'est important de le dire, je vous l'avais déjà un peu expliqué dans une autre vidéo, mais on n'est pas du tout à la proportionnelle et on n'est pas avec un organisme qui, je vous le rappelle, fait l'interface entre le ministère de l'Agriculture et les agriculteurs qui devrait être apolitique, c'est-à-dire avec un équilibre de 3 sièges par syndicat par exemple, ce serait amplement suffisant et ça permettrait de toujours discuter et de voter à égalité de chance. Là aujourd'hui c'est pas le cas car même si aujourd'hui un syndicat autre que la FNSEA-JA, syndicat majoritaire, c'est pour ça que j'en parle, remportait une chambre d'agriculture, elle a aussi la présence dans beaucoup d'autres collèges de gens issus de la FNSEA-JA et notamment dans beaucoup de cas les caisses du crédit agricole, la mutualité sociale agricole, etc. qui ont des représentants et des liens très étroits. On a pu le voir dans les assemblées générales de fin d'année, les communications ont été régulières, même les assurances comme Groupama ont communiqué en faveur du syndicat majoritaire, la filière se soutient et il y a beaucoup, vous le savez, d'interactions entre tout ça. Alors maintenant, si on revient à la participation qu'il y a eu, on va revenir juste un petit peu en arrière, en 2019, donc qui était il y a 6 ans.
En 2019, le taux de participation globale pour le collège 1, donc celui des exploitants agricoles, était de 46,22%. Donc 46% en ligne, c'est-à-dire que c'était la première année où on mettait les votes en ligne. Comme en 2025, les votes en ligne, ça se faisait en 5 minutes, emballé, c'était pesé, vous aviez reçu un courrier avec un code d'accès et vous votiez en 5 minutes, c'était génial. On ne peut pas dire qu'il y avait un problème pratique de rapidité d'action à voter cette année en 2025. Eh bien, il se trouve que le taux de participation en 2025 n'est plus de 46,22%, mais de 28,69%, les amis. Sur 403 908 inscrits, il y a eu 115 868 votants, soit une abstention de 71,31%. Dans mon département, il y a 3000 exploitants agricoles, 2990, il y a eu 947 votants, 31% de votants. Dans la Marne, département agricole s'il en est, d'agro-industrie, etc., avec beaucoup de dirigeants syndicaux qui sont issus de ces départements, 13 200 exploitations agricoles et il y a eu 2190 votants, soit 16,5% de votants dans un département comme ça. C'est incroyable. Alors si on va sur le collège des salariés, là c'est encore plus d'inscrits, 446 200 et quelques inscrits, l'abstention, je vous la fais courte, est de 95,5%. Pour les salariés des groupements agricoles type CUMA, etc., qui sont un peu plus briefés quand même, un petit peu plus, voilà, on retrouve un taux d'abstention de 88,45%. Il y a eu 11,55% qui ont voté. Vous vous rendez compte? Alors évidemment, ça pose beaucoup de questions, parce qu'en 2019, on avait 55,31% des voix pour la FNSEA-JA, 21,54% des voix pour la coordination rurale et 20,04% pour la Confédération paysanne. Le MODEF, c'est 3 000 à 5 000 adhérents. Confédération paysanne, coordination rurale ensemble, c'est entre 15 et 25 000 adhérents. C'est un petit peu plus ces dernières années. Apparemment, on aurait entre 20 et 25 000 adhérents, alors que c'était entre 10 et 15 000 en 2019, pour les deux syndicats confondus. Et la FNSEA-JA revendique 212 000 adhérents aujourd'hui, à l'heure actuelle où je vous parle. C'est pas possible. C'est pas possible. La proportion, elle résiste pas à l'examen. Avec 100 000 votants, si on prend des proportions de pourcentage de vote comme on a là, admettons, eh bien, il ne peut pas y avoir ce nombre d'adhérents. Alors, ou alors, ce nombre d'adhérents n'est pas adhérent à la FNSEA pour voter aux élections chambres. Donc, ils sont pour d'autres intérêts, dont nous avons parlé déjà dans des vidéos précédentes. En tout cas, c'est la seule explication. Mais la vraie explication plutôt, c'est que les chiffres sont tronqués, sont loin d'être la réalité, et ça, il faudra un jour qu'une enquête soit faite, qui a déjà été proposée par plusieurs organisations qui malheureusement ne sont pas toujours suivies des faits, par les politiques qui se sentent pas trop à l'aise avec le sujet. Mais comment les chiffres peuvent être arrangés? C'est facile, on additionne les adhésions des sections spécialisées qui sont représentées dans d'autres collèges aux adhésions syndicales départementales. Du coup, on obtient 2 adhésions pour le même exploitant. La même chose dans l'autre sens. Des adhérents aux sections spécialisées vont adhérer au département. En faisant prélever aussi à son profit par les coopératives et les négoces, sans autorisation des producteurs eux-mêmes, puisque beaucoup ne le savent même pas, des sommes 20 centimes par tonne de vos blés, de vos céréales, sont prélevées pour des raisons syndicales et vont à la FNSEA et ses organismes interprofessionnels, comme la GPB pour les céréales, la GPM pour le maïs. On va avoir tous les autres organismes dits interprofessionnels, on en parlera tout à l'heure, avec les immeubles qui vont avec, les belles adresses au centre de Paris, les frais de fonctionnement, etc. 16 centimes pour d'autres syndicats qui se sont regroupés, eux, pour des raisons économiques et logiques. Un agriculteur ne fait pas qu'une seule culture, on n'a personne qui fait que du maïs. Eh bien, une interprofession qui regrouperait l'ensemble des défenses des différentes cultures serait peut-être utile. Et puis surtout, quand on parle de défense, il faut constater qu'est-ce qui est réellement fait. Finalement, c'est souvent des porte-paroles de la filière. Jusque-là, il y a peu ou pas d'analyse dans beaucoup de cas. Ceux qui ont fait ces analyses-là, dans certains cas, n'ont pas toujours été entendus, notamment par rapport à France Grande Culture, si on prend un exemple, qui a justement fait beaucoup de diagnostics de là où nous en sommes aujourd'hui. Et c'est intéressant de s'y pencher, d'aller justement écouter d'autres sons de cloche que ceux qui ont pu nous être donnés aujourd'hui. Il faut ajouter à ça 63 centimes de la tonne qui sont prélevés sur vos livraisons pour financer la recherche, notamment pour Arvalis qui en récupère 70% aujourd'hui, c'était 72% il y a quelques années. Donc on voit déjà que les fonctionnements coûtent de plus en plus et finalement Arvalis d'ailleurs qui effectue, on donne un exemple, des recherches pour la méthanisation, alors que les producteurs de méthane ne payent pas cette cotisation puisqu'ils ne livrent pas leurs céréales, ils les mettent, en tout cas les productions en partie sont à destination du méthaniseur. Donc c'est quand même incroyable. Quand on regarde un petit peu tout ça, on sait déjà que ça ne peut pas aller. Il y a quelque chose qui ne colle pas
sur le nombre d'adhérents et finalement sur la représentativité. Récemment, il y a une agence pour l'agriculture biologique qui a été supprimée, ça a fait grand bruit, tout le monde en a parlé, mais si on regarde réellement cette agence, c'est 26 personnes qui étaient présentes, c'est 3 millions d'euros de frais de fonctionnement, vous vous rendez compte? 26 personnes, 3 millions d'euros de frais de fonctionnement, avec sans doute l'immeuble qui va bien, etc. 30 millions d'euros de budget, mais pour quelles actions? C'est ça en fait qu'on doit se poser comme question. Les interprofessions, quelle action en réalité? Regardez, le syndicat betteravier, CGB, on va en parler de ce syndicat CGB. Il a mis fin, par exemple, à une cotisation en 2017 qui était volontaire, obligatoire, comme beaucoup de cotisations qu'on a en France dans le monde agricole, hein, et personne ne dit grand-chose. Finalement, chaque planteur le payait sans le vouloir, c'était obligatoire, finançait ce syndicat CGB en étant planteur de betteraves. En 2017, tout ça, ça s'est arrêté, en même temps que la fin des quotas. Finalement, aujourd'hui, selon Tereos, c'est moins de 15% des planteurs qui sont adhérents à la CGB. C'est-à-dire qu'il y a quand même des réalités qu'on se rend vite compte. Quand on force les gens indirectement, ou il y a des financements qui se font sans leur accord, bah finalement ça fait fonctionner des entités, mais qui finalement en termes de représentativité, et c'est la question qui se pose au regard de ces participations, est loin d'être normale finalement. Alors, on va voir que c'est pas toujours mieux ailleurs, dans les autres professions que l'agriculture. On est même plutôt bien représenté en termes de syndicalisme. On est quand même assez acteur par rapport, même si ça se dégrade, hein, plus de la moitié de dégradation presque, hein, par rapport à 2019. Mais c'est quand même important de le souligner, c'est ce qui sans doute crée l'insatisfaction, la frustration, le reniement aussi, et puis le fait que les gens sans doute n'ont pas bougé leurs petites fesses pour aller voter, par dépit, mais c'est peut-être pas la bonne solution. En termes d'interprofession, on a aussi Intercéréales, c'est des choses que vous devez aussi savoir, qui vient de débloquer 200 000 € pour les influenceurs YouTube. Certains influenceurs, bien sûr, vous inquiétez pas, je serai pas dedans, hein, dont certains d'ailleurs, influenceurs, accumulent des casquettes de représentants syndicaux, FNSEA, tout va bien, en même temps, et touchent cet argent-là pour finalement défendre la filière ou l'interprofession. Le gouvernement d'ailleurs joue avec ces interprofessions qui ont des ramifications dans tous les milieux agricoles, dans toutes les filières, avec des intérêts qui s'entrecroisent sérieusement, vous le savez très bien. Par exemple, je supprime les néonicotinoïdes, moi, gouvernement, pour les betteraviers, mais en fait je vous donne 8 millions d'euros à vous, ITB, Institut Technique de la Betterave, pour trouver des solutions, faire de la recherche. Alors l'ITB elle est super contente au final, pourquoi elle irait sortir les drapeaux de contestation, si ce n'est dans l'apparence, puisqu'elle a un budget qui va lui permettre de fonctionner plusieurs années en ayant fait des travaux discutables hein, sur les betteraves associées avec des pertes de rendement de 15 à 20% et qui visiblement sont loin d'être une solution qui va être pérenne et qui va être conservée, alors que des petits instituts privés comme nous, on a travaillé plutôt sur des associations pour diminuer les doses d'insecticides, et j'en ai déjà parlé dans une vidéo dédiée sur cette chaîne. On a donné l'information après 6 ans de recherche, on l'avait déjà partagé avec nos partenaires depuis longtemps, et on réduisait de 80% les insecticides. Et on n'insiste pas justement pour aller traiter une betterave qui n'est pas mouillable au stade cotylédon, comme peut le faire l'Institut Technique de la Betterave, et entraîner les agriculteurs à dépenser un nombre inconsidéré d'insecticides qui justement arrivent pour défendre aujourd'hui le retour des néonicotinoïdes, et c'est plutôt du bon sens, dans le traitement de semences de la betterave. Si ça passe, a priori ça va peut-être passer, puisque la molécule est par ailleurs d'ailleurs autorisée en Europe jusqu'en 2033 si ma mémoire est bonne. Donc l'interprofession a un rôle sérieux à jouer. La question c'est est-ce qu'on a besoin d'en avoir autant, d'avoir autant d'argent dépensé, autant de personnes présentes qui cumulent les mandats dans différentes interprofessions, dans différentes actions, hein. On peut très bien être au Crédit Agricole et en même temps à Intercéréales et en même temps dans la Chambre d'agriculture. Alors sachez que la loi Egalim avait justement un article très spécifique sur le sujet, notamment sur le cumul des mandats. Alors maintenant, je vais vous faire une petite conclusion pour vous expliquer un petit peu mon avis par rapport à ces constats. C'est qu'au final, si le nombre d'adhérents est bien réel du syndicat majoritaire, pourquoi y a-t-il tant d'abstention ? Serait-on adhérent à la FNSEA, JA, mais aussi dans les autres syndicats au final, hein, pour d'autres raisons que nous avons d'ailleurs évoquées dans plusieurs vidéos. La défense, notamment avec les services juridiques, hein, qui sont des systèmes croisés, plus ou moins financés par les chambres d'ailleurs, quand on regarde bien, c'est très compliqué. On se rend compte qu'il y a un mélange au niveau de l'argent qui est très très important, et c'est des très gros budgets. Un directeur de chambre d'agriculture peut avoir 8 500 € de salaire, c'est un fait. Ce sont des fonctionnaires, pas toujours d'ailleurs des gens très très capés, mais au final, c'est bien une réalité économique
Dans un monde agricole qui, quand il voit ce type de salaire-là, je ne vous parle pas d'un directeur de coopérative, on hallucine. C'est-à-dire qu'au moins le rôle qu'il doit avoir, c'est d'être représentatif de l'ensemble de l'agriculture et des agriculteurs. Donc je le redis, 3 sièges pour la FNSEA, 3 sièges pour les JA, 3 sièges pour le MODEM, 3 sièges, MODEF, pardon. Attention à ne pas confondre, hein, sinon on va être submergé. 3 sièges pour la coordination rurale et 3 sièges pour la confédération paysanne. Et tout va bien aller dans le meilleur des mondes. On aura vraiment une représentativité du monde agricole, des débats, des votes à main levée et non plus des votes cachés. Et on va plus défendre un système mais entendre toutes les voix. C'est ça en fait la seule doléance qu'on peut avoir si on veut être sûr. Dans le cas contraire, le mieux c'est de supprimer les chambres d'agriculture qui ne vont pas permettre finalement de faire avancer les choses. Avec une si faible représentativité, nous devrions rendre les chambres indépendantes, sans présence de direction syndicale. Je le redis, hein, les 13 élus sur 18 possibles sur les fermes, ça bloque déjà le débat. Si vous en avez 2 qui sont issus de la coopérative, on sait qu'ils vont être déjà pro FNSEA JA. C'est comme ça, c'est un constat de terrain, c'est tout. Les salariés, ils vont venir à 2-3 réunions au début, ils sont 2-3 en général représentants. Au final, c'est toujours très difficile d'envisager des changements de direction dans ces conditions. Évidemment qu'il y a des chambres dynamiques qui bougent assez ouvertes, mais ils se retrouvent très vite freinés eux-mêmes, où on leur dit « Ah non, tu peux pas faire ça parce que… » C'est une réalité, c'est des retours de partenaires engagés, et c'est admirable d'être engagé au sein d'une chambre d'agriculture. Mais il faut toujours avoir l'esprit qu'on travaille pour tout le monde. Il faut donc de l'ouverture pour écouter les autres. Et c'est souvent ce qui manque, et ce qui a empêché que certains d'entre vous votent, puisque j'ai fait un petit peu mon enquête ces derniers jours. Beaucoup d'entre vous m'ont bien dit que quand ils ont vu certains noms sur les listes, ça y est, ça a déjà fait ressortir notre système agricole comme il est, notre mentalité qui est quand même très particulière, où on juge des personnes plus que des actes. Donc déjà d'avance, il y a eu des gens, ils ont dit on vote pas pour ces gens-là. En fait, on en est arrivé là. Donc c'est vraiment un constat qui doit nous faire réagir tous autant qu'on est. Alors, quels que soient les résultats de cette fin de semaine, vous avez la preuve que les agriculteurs de France ne seront pas représentés par des élus représentatifs. C'est aussi simple que ça. Donc ils devraient justement diminuer les gaz, moins se sentir un peu au-dessus de tout le monde et commencer à ouvrir grand leurs oreilles, parce que sinon ça pourrait mal se passer, je pense, dans les mois à venir. C'est obligé. Hein, quand on voit les décisions qui sont dans les cartons, que ce soit sur la loi Egalim, avec justement la suppression de la séparation du Conseil de la vente, comme si ça c'était le problème de l'agriculture aujourd'hui. Vous pensez sincèrement que des gens comme nous, avec le nombre de demandes qu'on a tous les jours, le résultat qu'on obtient économique, les gens qui ne partent pas, qui restent avec nous depuis 15 ans, vous pensez vraiment qu'on ait un problème pour l'agriculture simplement parce qu'on redonne de la marge aux agriculteurs et qu'on a un prix dérisoire inférieur à toutes les cotisations syndicales du monde? C'est quand même triste de penser ça. C'est-à-dire qu'on est dans le déni en fait. On est dans le déni qu'aujourd'hui c'est ceux qui vendent, qui contrôlent les agriculteurs, qui leur mangent leur marge, et il faut que les agriculteurs reprennent de la technicité, et ça ne peut venir que d'organismes réellement indépendants. Hein, des gens qui justement ont des preuves à amener tous les jours s'ils veulent continuer leur métier. Une chambre d'agriculture, elle existera demain, même s'il y a un turnover important de gens à l'intérieur, parce que pas toujours bien en place, ou voilà. Donc c'est quand même inquiétant. Le constat, c'est qu'il n'y aura donc aucun changement dans la continuité, les amis, ça c'est sûr. On va ressortir les idées éculées, les défis de demain, les idées élimées. On va avoir des intérêts croisés comme toujours. Certains vont même se la péter grave, j'en suis à peu près sûr. On aura beaucoup de tolérance, encore une fois, de chacun d'entre nous, de chacun d'entre vous, qui pour certains n'avaient même pas osé bouger vos petites fesses pour aller voter. Cette tolérance, qui je le redis, je vous l'ai dit dans l'introduction, finit par donner des droits acquis à une poignée qui prend ses consignes auprès de la filière et inversement. Alors, on va rester positif, c'est que dans la prochaine vidéo, je vais vous faire part un petit peu de projets par rapport à Phytosol, car vous êtes de plus en plus nombreux à nous contacter et il faut un petit peu qu'on réexplique comment le faire pour que ça se passe bien, hein, voilà, par rapport au timing, etc. Je vous parlerai aussi de quelques projets de vidéos qui ont eu lieu avec déjà des questions et des retours sur ces sujets, donc c'est important que je vous en parle. Et puis, il y aura une vidéo, la prochaine d'ailleurs, technique sur l'azote, puisque certains d'entre vous, on voit déjà des images sur internet, vous êtes déjà partis à aller mettre de l'engrais, donc là aussi, les bras m'en tombent comme tous les ans. Quel ressenti vis-à-vis de la nature? Est-ce que dans des sols froids on peut avoir des efficacités? Quelles sont les formes que vous utilisez? Quelles sont celles qui feraient le moins de mal à votre sol? Et on va avoir toute une série de vidéos justement techniques, puisqu'on va retourner aux affaires du technique cette fois, pour justement essayer de parler de tous ces éléments qui nous conduisent sans le vouloir, sans le savoir, sans parfois le connaître, sans parfois le reconnaître, tous ces éléments qui, cumulés les uns après les autres, font des dégâts sur nos sols et finalement freinent ce que vous pourriez obtenir par d'autres méthodes. Il faut bien les assembler ensemble et c'est dans les détails qu'on voit le plus d'évolution. Donc je vais intervenir très prochainement
au salon de l'agriculture avec d'autres intervenants de haut vol et je vous en parlerai justement dans cette prochaine vidéo un petit peu de foire aux questions par rapport à Phytosol, à pourquoi on a fait une vidéo pour Cepol, une prochaine qui va bientôt arriver, vous allez voir, sur des applications. Bref, c'est important de vous expliquer un peu l'objet derrière tout ça et avec qui on fait tout ça. Voilà les amis, donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Ces constats sont tristes car ne pas participer au changement, ça va conduire à des frustrations. On pourra toujours râler, mais bon, si on fait déjà pas le minimum. Donc voilà, donc pensez à partager cette vidéo, pensez à la liker si elle vous a intéressé, et puis pensez à vous abonner car vous êtes encore plus de la moitié à regarder régulièrement les vidéos, et je le sais, sans vous abonner. Mais c'est quoi ce travail? Faut pas vous sentir gêné, vous savez, moi je suis ouvert, je suis contre personne, j'ai pas d'étiquette. C'est important. Bon allez, c'est ça l'indépendance, vous le savez maintenant si certains en doutaient. Alors je vous dis à bientôt, bon courage à tous en tout cas. Salut les amis.